Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Alors je rappelle qu'un top c'est subjectif et que vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts que moi. Ah ça y est putain, on est à la fin de l'année et t'as tous les chouinards qui sont obligés de se justifier au début de leur vidéo parce que t'as encore des bolos qui ont pas compris qu'un putain de top c'était subjectif. Et ben voilà, si t'as pas compris ça, barre-toi connard. Ah sérieux, ça y est putain, chaque année je tombe sur des espèces de connards qui me font ah mais t'as pas le droit de dire ça, qui t'es pour critiquer, t'as fait des films toi, putain, niquez vos mères. Ah putain, tellement fragile sur YouTube, c'est incroyable quoi, tu peux plus rien dire. Je me suis fait insulter l'année dernière mais c'était tellement drôle mais par des tel vieux gars, il me dit t'es nul, suicide-toi. Mais quelle espèce de bolos du sang en regardant une vidéo de top quoi. Bien sûr que c'est mon avis, bien sûr que c'est pas le truc. T'as un autre top film et plein de films, mais qu'est-ce que j'en ai à battre. Cette vidéo elle est juste là pour montrer aux gens qui regardent ma chaîne ce que j'aime et ce que j'aime pas en tant que film. Si vous avez toujours pas compris de quoi il en retourne, aujourd'hui on va parler des pires films de merde que j'ai eu cette année. Et donc si vous êtes pas un petit peu prêts à vous faire enchaîner pendant cette vidéo parce que j'ai tapé sur des films que vous aimez pas trop, et bah ne vous infligez pas ça et barrez-vous, merci. Voilà, et salut. Non mais t'as le droit de critiquer, mais toi tu critiques mal. Tchon. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, je m'appelle Lucas pour ceux qui ne savaient pas. Et du coup je sais pas si c'était très clair, mais aujourd'hui on va parler des pires films que j'ai vus en 2018. Alors cette vidéo elle fait suite à la vidéo de Top, qui est très longue parce que j'ai vu beaucoup de très bons films cette année. Donc j'ai préféré parler plus longtemps des films que j'avais bien aimés que des films que j'avais pas trop aimés. Même si je trouve que c'était une bonne année cinéma, il y a quand même pas mal de films qui m'ont un petit peu déçu, ou alors voilà, qui ont été vraiment des vrais nanars, c'était nul. Ce qu'il faut bien comprendre quand même avant de regarder ce flop, c'est que je vais jamais au cinéma à reculons. Moi je vais voir des films qui m'intéressent, qui me plaisent, où je me dis que je vais y voir des trucs sympathiques. Même si des fois je peux éventuellement estimer que la qualité du film va pas être dingo, je vais quand même au cinéma le voir parce que je pense que je vais y voir quelques petits détails qui vont me plaire. Et donc oui, je suis pas allé voir des merdes infâmes comme La Ch'tite Famille, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, parce que je sais que je vais les haïr ces films. Je sais que ça va se retrouver direct en haut de mon top et donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Moi aujourd'hui je vais vous parler de films qui, à moi, dans tout ce que j'ai vu, dans les 49 films que j'ai vus, ne m'ont pas plu. À moi. Alors, du coup. Alors, juste avant de rentrer dans le top 10 des pires films que j'ai vu cette année, juste deux petites citations. Il y a un film que tout le monde encense et je comprends pas trop pourquoi, c'est Indestructible 2. Alors moi j'avais bien aimé le premier de Indestructible, mais je trouve que le deuxième est vachement redondant par rapport au premier. Sur le thème de la famille des super-héros, et sur le thème en fait des méchants qui sont des gens qui ont été déçus par les super-héros, voilà, donc je trouve la fin interminable, j'ai pas du tout aimé ce film, j'ai pas du tout accroché, et en plus c'était très marrant parce que, enfin c'est pas marrant, mais ma copine a un petit peu photosensible, elle aime pas trop tout ce qui est flash, et on allait voir au cinéma ensemble, et en fait le méchant c'est genre l'hypnotiseur, et c'est que du gros flash comme ça dans ta gueule, donc elle a passé la pire séance de sa vie. Bon, ça n'a pas influencé sur mon appréciation du film, mais c'était quand même un petit peu chiant quoi, comme condition de regarder un film, voilà. Donc Indestructible 2, si vous avez bien aimé, expliquez-moi dans les commentaires ce qui vous a plu dans ce film, parce que vraiment moi je suis hyper sceptique, je comprends pas du tout ce qui plaît dans ce genre de film aux gens. Le plus gros gâchis je trouve cette année, ça a été Mortal Engines. Mortal Engines c'est un film avec des visuels magnifiques, l'histoire est juste énorme, c'est un film produit par Peter Jackson. En fait c'est dans un monde apocalyptique, les grosses villes se sont motorisées, c'est-à-dire qu'elles se déplacent. En fait c'est des cités prédatrices qui vont essayer de bouffer les plus petites villes pour voler leurs ressources et tout ça. L'univers est ouf, l'univers est dingue, en plus on te montre vachement de différents décors, différents environnements, dans le ciel, dans la mer. Enfin vraiment l'univers est assez fantastique, mais j'ai l'impression que c'est des genres de films qu'on n'arrive pas à prendre un petit peu au sérieux quoi. C'est vraiment le film destiné adolescent avec des personnages, c'est Barbie et Ken quoi, ils sont tout lisses, ils ont absolument aucun relief, aussi bien au niveau de leur personnalité que de leur gueule. C'est des poupées les acteurs, et ouais ça m'a fait complètement sortir du film quoi. C'est un film mauvais, je pense que c'est vraiment un gâchis parce qu'il y a un potentiel dans ce film. Il y a plein de passages qui te prennent, qui sont assez passionnants, mais même au niveau du scénario c'est mal écrit, enfin c'est écrit de manière hyper simpliste en fait. À un moment dans le film, il y a l'héroïne qui est un personnage assez mystérieux qui se fait courser par une espèce d'énorme cyborg avec des yeux verts qui arrête pas de la suivre en disant Esther Shaw, qui est hyper flippant. Voilà, Esther Shaw c'est son nom, il l'appelle, il dit You made me a promise, Esther Shaw, tu m'as fait une promesse, et il la traque pour la tuer. Et donc on se dit vraiment mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle lui a fait comme promesse, pourquoi cette espèce de gros monstre essaie de la retrouver pour la buter. Et en fait on vous spoil très vite dans le film cette fameuse promesse et leur passé, ce qui est dommage parce que le monstre il revient 2-3 fois, bon à la fin il meurt, mais je pense que si on avait révélé ce qui les liait après sa mort, ça aurait eu un impact vachement plus fort que si on te le révèle avant, parce que du coup voilà, une fois que c'est révélé t'attends juste que
le gros monstre il arrive et qu'il se fasse buter quoi. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des films pour ados, on vous dit attends, non, si on révèle après c'est un petit peu trop compliqué pour les ados, faut vraiment leur mettre le pain dans la bouche quoi. C'est vraiment du gavage ce film, c'est vraiment pour les abrutis. C'est dommage, moi c'est un film que j'ai bien aimé malgré ses défauts, mais je trouve que c'est un énorme raté. C'est du gâchis quoi, c'est du gâchis. Gâchis. Ok, ouais, on passe au numéro 10. Ah, numéro 10, je vais me faire buter, je vais me faire massacrer. Non, vraiment, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et je pense que je vais me faire buter. Vraiment, physiquement, il y a des gens qui vont venir chez moi, ils vont me buter, Je vais quand même le dire, numéro 10, attention à prendre avec des pincettes, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film dans lequel il y a des choses qui m'ont dérangé. Voilà, donc j'ai dit ça. Je me couvre un peu, hein. Bon voilà, je vais le dire, Numéro 10, les films que j'ai le moins aimé cette année. Ready Player One. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ready Player One, quoi? Mais t'as où? C'est le meilleur film de l'année. Ça y est, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, mais c'est bon, c'est foutu, voilà, c'est terminé. Ah là là, non, là, ouais, plus de vidéos YouTube, plus rien. De la haine. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ready Player One, putain! Oui, alors, c'est pas un mauvais film, c'est même un film qui a des excellents et des magnifiques côtés, mais c'est un film dont j'avais envie de parler parce qu'il y a des grosses choses qui me dérangent dedans. C'est un film qui, pour moi, est basé sur deux choses. Une déclaration d'amour à la culture geek et une déclaration d'amour aux jeux vidéo. Malheureusement, alors je pense que la déclaration d'amour à la culture geek est super. Je trouve que la citation pour la citation est pas très intéressante. Juste de voir Batman qui passe dans le champ, c'est pas incroyable. Des choses qui sont bien mises en scène, des références qui sont bien mises en scène. Voilà, quand Gundam se fracasse avec Mechagodzilla, et bah c'est excellent. Quand les personnages rentrent dans le film Shining, ça c'est pur chef-d'œuvre. Enfin c'était incroyable comme scène. En plus c'est hyper drôle parce que toi tu connais le film, mais les personnages qui sont dedans le connaissent pas, donc ils savent pas trop à quoi s'attendre et toi tu rigoles de leur malheur. Enfin bon, cette scène elle est incroyable. Voilà, juste pour ça ce film vaut quand même la peine d'être vu. Ouais, moi il y a deux personnages qui se tabassent et moi dans mon siège je me disais bon c'est pas très intéressant quoi. Si au moins ils se foutaient des Hadoken dans la gueule, et je vous jure que c'est vrai, dans les 2 secondes qui suivent le mec fait oh Hadoken. J'étais quand même ouf dans mon siège là, ça c'était trop bien. Il y a des passages assez fascinants dans ce film pour tout ce qui est culture geek. Bon, c'est bien mis en scène, voilà, y a pas de souci. Mais j'ai un gros problème avec la pseudo, je trouve, déclaration d'amour aux jeux vidéo. Parce que ce film donne une représentation des jeux vidéo, je trouve, qui est totalement à côté de la plaque et de ce qu'est la réalité du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel chaque personne se branche à cette espèce de MMO en ligne, voilà, cette espèce de gros MMO en ligne, et interprète un personnage à l'intérieur de ce monde-là. Et qu'est-ce que ça nous dit ce film? Attendez, c'est quand même ouf. Le petit ninja dans le film, c'est un petit chinois, en vrai. Le samouraï, c'est le grand japonais. Le gros troll ultra bourrin, ultra badass, et bah c'est une grosse meuf du quartier avec sa casquette à l'envers, une grosse thug avec des biceps comme ça. C'est tout! C'est tout ce qu'il dit ce film sur le jeu vidéo. Pour moi le jeu vidéo c'est justement quand t'as une petite mamie toute timide qui joue derrière son écran et qui a joué à l'espèce d'énorme barbare qui va découper des gens quoi, voilà. C'est des mondes dans lesquels tu peux être qui tu veux. Et ce film te dit bah non regardez en fait tu es juste une espèce de parodie de toi-même, c'est ton vrai toi mais au 10e degré voilà. Bah le personnage principal qui est un beau gosse stylé, et ben dans le jeu vidéo c'est un beau gosse stylé voilà. On essaie de nous faire dire oui non la fille, l'héroïne elle a une tache de vin et du coup dans le jeu en fait elle est vachement plus belle que dans la réalité. Mais elle est vachement belle cette gamine! C'est pas parce qu'elle a une tache de vin sur la gueule qu'elle est pas belle, enfin, dès que tu la vois, à aucun moment tu fais oh putain elle a une tache de vin! Non encore, alors une grosse cicatrice sur la gueule, je sais pas, elle aurait des pustules, bah là ouais, tu te dirais ouais, c'est un peu chaud quoi. Et c'est vachement intéressant parce que le film te montre que ces deux personnages, sans jamais se voir dans la réalité, commencent un petit peu à tomber amoureux l'un de l'autre. Et t'as quand même la grosse appréhension de te dire, bah, qui c'est qu'il va y avoir derrière quoi. Parce que le jeu vidéo te permet de jouer quelqu'un d'autre, voilà. Et ce côté-là, mais m'a tellement gêné, ça m'a vraiment bloqué quoi. Je dis, mais c'est tout ce que vous avez à dire sur le jeu vidéo? Y a que ça à dire? Voilà, inintéressant. Nul, 0. Le but final à la fin c'est l'easter egg. Alors un easter egg dans un jeu vidéo c'est quand les programmateurs planquent un truc, il y a une espèce de trésor caché on va dire, voilà. Et avec tous les easter eggs qui ont été créés dans le jeu vidéo, le seul truc qu'ils ont trouvé c'est un œuf en or qui brille. C'est ça l'easter egg, mais c'était pourri. C'était nul! Ah, c'est trop décevant quoi! Puis la fin m'a un peu gonflé parce que c'est un espèce de parallèle qui est fait avec la vie de Spielberg. Ah oui, c'est un enfant qui a pas supporté le divorce de ses parents, qui se réfugiait dans les jeux vidéo.
Bon, je vois le côté un peu touchant, mais moi ça m'avait déjà un peu sorti de ce film, voilà, donc j'ai pas tant accroché à ce film que ça. Et puis je trouve que le méchant est absolument pas charismatique, qu'il a pas des grands enjeux et une grosse volonté de méchant. Petite déception ce film parce que je trouve qu'il ne raconte pas ce qu'est vraiment les jeux vidéo. Voilà, c'est juste ça. Mais vous avez le droit d'aimer, putain, c'est bon, vous avez le droit d'avoir la vie, merde. Ah mais il y en a qui sont en train de chialer derrière leur portable. Ah, comment il a pu parler de ce film comme ça, c'est un salaud. Vous avez retrouvé brûlé en place publique. Bon voilà. Numéro 9 de mon flop, les frères Sisters. Voilà, bah j'aime pas ce que fait Jacques Audiard. Oui, même Jacques Audiard, je n'aime pas Jacques Audiard. Voilà, il y en a qui pensent être tranquille bah, avec parce qu'ils aiment bien le cinéma français. Captain! Yeah, yeah? No! Dude, we have so much shit to do! Holy fucking shit! Yo! Connor, get down there! Connor, no! Oh, fucking shit! Start breaking! Holy fuck! Hey, guys! Guys, we're cool! Hey, chill! Chill the fuck out! Dans tous ces films, je retrouve la même chose. J'ai vraiment l'impression que le mec se regarde quoi. Je te fais un film et je me regarde en train de le faire. Je me dis ah putain ouais ça c'est vraiment du cinéma un peu à la française. Enfin c'est tout ce que j'aime pas quoi. La réalisation est ennuyante, l'histoire de rédemption est chiante. En fait quand t'arrives à la fin du film, tu te dis mais tout ça pour ça en fait. C'est tout ce que t'as réussi à me dire en 2h30 de film. Et à un moment vraiment où je sais pas t'es au bout d'une demi-heure du film et tu dis allez putain avance putain de film quoi. On s'emmerde. Il se passe rien. C'est chiant quoi. Et c'est vraiment un film qui se regarde en mode ouais un peu ouais je suis un film un peu intello français. Ah ça m'a gonflé putain. Alors t'as les scènes bien, genre la scène du début c'est une fusillade dans la nuit. Je trouvais ça hyper cool. Les acteurs sont bons mais j'ai rien à dire sur ce film. Je trouve qu'il s'est pas passé grand chose. Et tout le monde en sens Audiard en mode ah c'est génial ce qu'il fait voilà. Moi j'ai bien aimé De Rouillé d'Os. Deepan j'avais trouvé ça chiant à mourir. Pareil je trouve que c'est des films qui se regardent eux-mêmes quoi, qui se contemplent eux-mêmes. Oh je suis une œuvre d'art, regardez-moi. Ouais c'est bon ouais, ça m'a gonflé. Les frères Sisters en numéro 9. Numéro 8 j'ai fait une égalité en numéro 8 parce que c'est un peu la même merde et c'est le même problème dans ces deux films. Il y a Un autre trouble, et en anglais c'est The Meg, une histoire de requin géant, et il y a également Rampage hors de contrôle avec The Rock. Alors pourquoi ces deux films sont nuls? Non, alors ces deux films sont pas nuls. Ces deux films sont pas nuls, ces deux films sont des gros potentiels gâchés. Je comprends pas pourquoi quand on parle de monstres géants, il faut forcément faire un film con. Les producteurs eux-mêmes, quand ils ont eu le pitch, ils se sont dit non, c'est pas possible, on peut pas adhérer à un truc aussi farfelu, on va faire un film de débile, voilà, un gros film de débile. Mais c'est une connerie ce film, mais c'est atterrant quoi. C'est atterrant de voir à quel point ils en ont fait un truc niais, con, avec des espèces de vannes pourries à la peur bleue en mode t'as un personnage qui cabotine, c'est génial les gars, ouais on a gagné, il se fait bouffer par un autre requin. Donc The Meg c'est l'histoire d'une base sous-marine qui fait des expériences de merde, je sais plus quoi, et en fait, sans faire exprès, il faut remonter des profondeurs un mégalodon, c'est-à-dire un requin absolument gigantesque et énorme, qui va se mettre à bouffer tout le monde et ils vont essayer de le dézinguer avant que la presse commence à comprendre ce qui se passe. Je trouve que c'est un concept génial moi, le mégalodon. Je pense qu'on peut en faire un film absolument terrifiant. C'est pour ça que je vais voir ce film, parce qu'il y a quand même des images qui me sont restées. Quand vous êtes dans les abysses, dans le noir total, quand ton petit sous-marin il fait cette taille là sur l'écran et que l'écran est gigantesque, et que t'as une espèce d'énorme monstre de 50 mètres qui tourne autour, mais c'est hyper flippant, il y a moyen d'en faire un truc absolument incroyable. Et non, c'est forcément un truc à la con. Donc il y a 2-3 scènes qui font un petit peu flipper, mais c'est balayé au bout de 2-3 secondes quoi. Et à un moment juste c'est des trucs tout bêtes, mais t'as Jason Statham qui se met dans son sous-marin et qui décide de partir chercher les gens qui sont coincés des centaines de kilomètres sous lui. Il a la vitre avec ses pieds, je vous montre. Il a la vitre avec ses pieds devant lui comme ça, et tu vois l'obscurité totale quoi. Les profondeurs de l'abysse, le noir total. Comme ça c'est méga flippant, et tu comprends que lui il flippe et tu ressens vachement bien ça. Mais non, ça c'est... Voilà, ah ouais on a fait du sérieux 2 secondes, mais bon c'est quand même un mégalodon, on va faire des conneries après. Et puis oh là, voilà, ça va de mal en pis, c'est du grand n'importe quoi. C'est un film de merde avec quand même quelques 2-3 bonnes images, je pense qu'on pourrait sauver, allez... 3 minutes du film, 3 minutes qui valent le coup quand même d'être sauvés, donc voilà, si vous voulez vous taper un délire, c'est marrant, The Meg. C'était marrant aussi parce que c'était au cinéma, mais sinon c'est vraiment caca quoi, c'est nul. C'est pourri. Et du coup, dans la même veine, je suis allé voir Rampage avec mon frérot. Alors mon frère il voulait un petit cadeau d'anniversaire. Et je me suis dit, putain, un film en mode Total Destroy, c'est des animaux géants qui arrivent dans la ville, ils commencent à tout péter, à se fracasser. Banco c'est parti. J'avais fait un autre film en 4DX, j'en parle dans mon top, donc allez le voir. Un excellent film qui s'était passé en 4DX. En 4DX c'est quand vous avez votre siège qui bouge, vous prenez des coups et tout ça. Et vous êtes en 3D. Et je me suis dit, allez rebelote, on va aller se mater ce film là en 4DX, on va être bien secoué quoi. Oh putain,
putain, mais c'était l'enfer. C'était nul, la 4DX ça servait à que dalle. Parce que tu te dis c'est un film où les animaux vont se fracasser, c'est génial, ça va être du destroy porn quoi, voilà, je veux tout voir péter. Et ben non, t'as des passages mais de 10 minutes où t'as une espèce de connasse qui te dit ah oui, mais s'il arrive à se rendre invisible, ce monstre, c'est parce qu'on a mélangé de l'ADN de requin et de méduse, et puis on a mis un petit peu de chauve-souris. Mais ta gueule, on s'en fout. Battez-vous, putain, fracassez-vous, enfin tapez-vous dessus. C'est un truc de malade ce film, c'est un truc de malade. Même The Rock, je trouve que c'est un super acteur, mais là il a que des punchlines tellement bidons quoi, c'est danardesque, c'est délirant quoi. À un moment il fait ouais, il y a des mecs, j'étais en Afrique, et j'étais avec ma section, ils nous ont tiré dessus, et ils nous ont ratés. On leur a tiré dessus, et on les a pas ratés. Oh non mais voilà, ça c'est la meilleure punchline du film, c'est pour vous dire un petit peu le niveau quoi. Tu as 1h30 de non-baston et éventuellement 20 minutes où là ça commence à se couiller un peu. Donc là la 4DX c'était cool, mais c'est atterrant quoi. Dwayne Johnson il s'occupe d'un gorille qui va se prendre je sais plus quoi, une comète ou un truc qui va le transformer, il va devenir un gorille qui va devenir gigantesque. Le gorille s'appelle George. Et nous on allait voir en VF parce qu'il y avait que en VF. Et à chaque fois que Dwayne Johnson parle à ce putain de George, il lui fait c'est ok George, c'est ok George. Et je te jure au bout de la 5ème fois, 6ème fois, mais tu pètes un câble, tu deviens ouf quoi. C'est ok George. C'est moi je vrillais complètement, je pétais un câble. Et mon frère du coup à chaque fois qu'il y avait un mec qui se faisait bouffer ou qui se faisait buter dans le film, je le regardais en lui disant c'est ok George. Bon ça faisait pas rire donc je pense que ça l'a saoulé mais j'en pouvais plus quoi. Tu te dis je vais passer un bon moment devant un film où tout le monde va se fracasser, ça va être un gros délire assumé, et tu te tapes des heures et des heures d'explications à la noix avec des vieux mecs dont la meilleure réplique c'est ok George. On passe au numéro 7. Numéro 7 c'est Climax de Gaspar Noé. C'est ok George. Alors c'est un film qui commence sur une scène, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un plan séquence sur un groupe de danse qui vous fait une putain de choré sur une musique que je vous mettrai là en fond qui est juste totalement ouf et totalement délirante et totalement prenante. Moi j'étais cloué dans mon siège, je me suis dit putain mais ce film est génial quoi. La scène de danse se termine et bam, le plan séquence se coupe pas, vous commencez à suivre les personnages qui commencent à se parler, vous passez de groupe en groupe, c'est juste une performance mais de malade quoi. Et tu te dis mais quand est-ce que le plan séquence va s'arrêter, quand est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce que tout le film va être filmé comme ça quoi. Mais au final au bout d'un moment ça coupe et c'est là que commencent un petit peu les ennuis. Alors Climax c'est l'histoire d'une soirée après une tournée de danse où on sait pas trop ce qui se passe mais il y avait un truc dans la sangria. Il y avait un petit truc dans la sangria et tout le monde commence à virer un peu. Le gros problème de ce film c'est que il est segmenté en plan séquence, donc il y a un côté un petit peu performance qui est intéressant, mais il tourne avec des jeunes acteurs. Alors c'est des bons acteurs mais tu sens que c'est des gens, on leur demande d'exprimer des sentiments hyper forts. Parce que c'est des scènes bien évidemment ultra violentes, ultra voilà où ils hurlent et tout ça, en mode un petit peu exorciste, et ils arrivent pas à le tenir, et c'est normal. Mais tu vois qu'ils ont du potentiel ces jeunes acteurs, c'est des bons danseurs, c'est des bons acteurs, enfin ils ont un potentiel de malade, mais ils arrivent pas à tenir quoi, et au bout d'un moment t'as juste quelqu'un qui te fait bah j'y croyais plus du tout quoi. Ah je suis possédé, à moitié danse, à moitié crise de nerfs. Au bout d'un moment putain ça me tapait sur le système quoi. Je me disais bah ouais non j'y crois pas. Ça m'a complètement fait sortir du truc et j'ai pas trouvé que c'était une expérience trop malmenante par rapport à ce que je m'attendais de Gaspar Noé. Ça va faire chier beaucoup de gens que je dis ça, mais j'ai l'impression que ça fait un peu film d'étudiant un peu raté quoi, voilà. Sauf si on met de côté la première séquence qui je vous dis absolument ouf. Juste pour ça vous pouvez commencer à regarder un petit peu le début du film, mais après voilà, ça ne sert plus à rien. Numéro 6 c'est Solo A Star Wars Story. Je sais pas si ça vaut le coup encore de tirer sur l'ambulance. C'est ok George. C'est vraiment le film Disney, gnangnan, concon, comme tu peux l'imaginer. Pareil, je pense qu'il y avait des gens qui voulaient bien faire, je trouve qu'il y a des bonnes scènes, il y a des bonnes idées, je trouve le méchant, le chef des chasseurs de primes assez cool, je trouve la scène sur le train qui se fait attaquer assez cool, le passage avec l'espèce d'énorme monstre Cthulhu assez cool. Donc ouais, il y a des trucs sympas, mais c'est vraiment genre hey, je suis Han Solo, regardez comme je suis cool et sympa. Ah, c'est vraiment, c'est guimauve quoi, c'est guimauve, c'est gnangnan. Il y avait un petit potentiel avec une petite histoire d'amour, mais bon, les méchants sont pas très intéressants, l'histoire est pas très intéressante. En fait, pendant tout le film, tu te dis ouais, mais à quoi ça sert quoi? Pourquoi vous me racontez ça? Qu'est-ce que ça me raconte de plus sur la vie de Han Solo? Ils vont faire un truc sur Boba Fett. Mais qu'est-ce que vous allez raconter sur Boba Fett quoi? Sur Ben, Obi-Wan Kenobi, mais je pense que j'irai pas les voir. Je pense que j'irai voir le Star Wars 9, mais les autres j'irai pas les voir quoi. C'est inintéressant. Il y a pas mal de personnages, c'est ça, c'est beaucoup de personnages avec du potentiel. Le robot qui est en mode ouais révolution, mais c'est mal mis en scène, c'est moche. Il y a un truc qu'on ne voit quasiment jamais dans la trilogie, c'est les dés qui sont accrochés devant. C'est que dans l'épisode 5 je crois. Ils sont accrochés en mode un peu sapin, qui sent bon dans le cockpit du Falcon Millennium. Et là on t'en fait tout un truc en mode ouais en fait c'était une belle histoire d'amour entre les deux. On s'en tape quoi. Faites-nous juste une bonne histoire.
histoire, faites-nous pas un truc absolument les origines de Solo. Non, prenez les personnages de Solo et puis en fait une bonne histoire, voilà, c'est tout ce qu'on demandait. C'est pas bien, voilà, bah je dois pas être, je dois pas vous apprendre la vie là, je dois pas être le seul à penser ça, mais bon voilà, c'est Solo. Solo, il est solo, personne veut le voir. C'est ok, Georges. Ok, numéro 5. Numéro 5, c'est Pacific Rim Uprising, ouais. C'est le genre de film de merde qui me permet de parler d'un bon film, c'est-à-dire Pacific Rim de Guillermo del Toro, qui est un film de ouf, où vous avez des gros robots qui se fracassent avec des énormes monstres, et ce qui était génial dans ce film, c'est que tu ressentais toute la lourdeur de ces énormes équipements, quand ils mettaient des patates, tu ressentais les coups, la musique était ouf. Moi j'avais adoré ce film, je trouvais que c'était un film absolument génial, un kiff total, bien pensé, bien mis en scène, pas du tout nanardesque, c'était vraiment excellent quoi. Et là ils se sont tapés un délire, ils se sont dit bon, on a un peu épuisé le filon, là maintenant nos robots ils vont pouvoir sauter, faire des roulades, ils ont des fouets laser. Le film part dans une espèce de délire Power Rangers qui en fait est très malvenu. Alors à des moments il y a des très bonnes idées parce qu'il faut vraiment des croisements entre robots et monstres. Au niveau du renouvellement des monstres, il y a des trucs très intéressants. Qu'est-ce que c'est mal scénarisé, mal joué. John Boyega, donc le mec qui joue dans Star Wars 8. Oh là là, c'était tellement pitoyable. Ah, c'est tellement nul. Il joue le fils du personnage que joue Idris Elba dans le premier. Et dans le premier Pacific Rim, Idris Elba à un moment, il harangue la foule et il fait un putain de gros discours. Today we cancel the apocalypse. T'as tout le monde qui est possédé, t'as tout le monde qui hurle comme ça. C'était trop bien avec la musique et tout, c'était trop cool. Et là t'as John Boyega qui refait un petit peu le même discours à des gamins. Et c'est tellement ridicule. Vous allez y arriver. Allez, on se motive. Maintenant, croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est possible. Voilà, ouais, ah putain, c'était un moment de gêne. Je pense que ce film il est en 5ème position parce que c'est le plus gros moment de gêne que j'ai ressenti de toute cette année. Au fond de mon siège, je me suis dit putain, ça y est, ils ont niqué Pacific Rim. Donc c'était un film de merde, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Ou alors une suite de Guillermo del Toro, et alors là, oui, je courrais la voir, je courrais. C'est ok, Georges. Numéro 4, c'est le gros nanar de cette année, c'est Fleuve Noir. Fleuve Noir, alors c'est un thriller avec Romain Duris. Que moi je trouve qu'il est très bon dans ce film. Et Vincent Cassel. Et moi je trouve que c'est une merde dans ce film. Apparemment il devait remplacer Depardieu et c'est foiré quoi. C'est quand même un objet de cinéma intéressant parce que ça vous montre ce que c'est un film raté. Mais ce qui est vraiment à hurler de rire, c'est le jeu des acteurs. La dame qui joue Romain Duris, j'ai cru que j'allais me pisser dessus tellement c'était surjoué et ridicule et c'était tellement too much, mais c'était hallucinant. Fleuve Noir, c'est l'histoire d'un gamin qui a disparu. Et Vincent Cassel qui joue un inspecteur de police va penser que c'est le voisin interprété par Romain Duris qui a kidnappé le gosse. Et Romain Cassel, il est en tel surjeu. Limite, s'il est pas à se gratter les couilles avec une bouteille de binous dans la veste. C'est une catastrophe. Alors, ce qui était très marrant avec ce film, c'est que quand je suis allé le voir, la séance, elle était destinée pour les sourds et malentendants. Bah, merci, beau cadeau pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'à l'écran, on t'affiche tout ce qui est bruitage, tout ce qui est bruit, c'est écrit, voilà, pour que tu te rendes compte un petit peu. Par exemple, si en hors-champ, il y a une porte qui s'ouvre, on va te mettre une porte s'ouvre sur le côté droit de l'image. Et en fait, c'était bien parce que j'ai découvert un petit peu comment ça marchait, mais ça rendait le truc encore plus ridicule quoi. Et il y a des... Ouais, c'est nul, c'est raté. Tu vois que c'est un film raté. Mais juste un moment où j'étais surpris parce que, je vous spoil un peu, mais Romain Duris fait une fellation à quelqu'un de manière un petit peu brutale et inattendue. Et en fait, j'avais pas capté que c'était une prothèse quoi. Donc à moi j'ai eu un moment de... Oh putain la vache, quoi? What the fuck. C'est que des trucs hallucinants dans ce film comme ça qui se passe. Moi j'aime bien le dénouement, mais c'est un film de merde quoi. Nanar, je pense que c'est très rigolo. C'est à regarder entre potes et vous allez bien vous marrer. Voilà, mais hallucinant ce qui se passe dans ce film. Hallucinant. C'est surréaliste à quel point tu sens que le mec s'est dit ouais je vais faire un film policier, un petit peu osé. Oh là 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 là. Fleuve Noir. Le polar choc de l'année. Numéro 3, c'est Tomb Raider, l'adaptation du jeu vidéo en film. C'est ok, Georges. Avec Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. Très bon choix, excellent choix, c'est ce qui sauve le film. Il est si haut dans le classement parce que sur le moment j'aurais plutôt dû en rire qu'en pleurer. Voilà. Parce que ce film est tellement nul, tellement aberrant. Ouais, j'aurais dû pas le prendre au sérieux en fait. J'aurais pas dû le prendre au sérieux. Le jeu Tomb Raider, c'est un jeu qui m'avait parlé. Je trouvais que la franchise était vachement bien relancée. Avec une Lara un peu plus jeune au tout début de ses aventures. Donc elle a 16 ans. Et merci, elle a pas une poitrine proéminente. Je fais du géant soutien-gorge, mais je fais des saltos arrière. Voilà, donc ça, c'est bien, ils avaient dégagé ça. C'est un jeu vidéo qui avait ses défauts parce que c'était très en mode un peu film interactif. Mais je trouve qu'on était revenu à
l'essentiel de ce qui fait pour moi Lara Croft la survie. Elle se fracasse avec des mecs, elle s'en prend plein la gueule, il y a des scènes hallucinantes où elle court dans tous les sens et elle se prend des arbres, elle tombe par terre, elle se relève, elle tombe dans une cascade, elle s'agrippe au dernier moment. Voilà, pour moi ça c'était le jeu Lara Croft. Cet esprit du jeu Lara Croft, vous allez le retrouver pendant, allez, 3-4 minutes du film. Il y a une scène comme ça où elle se sauve, elle a les mains attachées qui est plutôt pas mal, bien dans l'esprit du jeu, et le reste c'est une connerie. Alors j'adore Alicia Vikander, hein, mais en fait dès le départ quand on te dit je suis Lara Croft et j'ai 16 ans, la première grosse croix, non ça ne marche pas. Alicia tu as 35 ans, bah, ça se voit, tu es très belle, je t'aime beaucoup mais tu ne peux pas avoir 16 ans. C'est je suis Bomb Rider, je suis une fille trop cool, je suis l'icône des jeunes, et j'ai une fille battante qui n'a besoin de personne pour se débrouiller dans la vie. Ce qu'il y avait d'intéressant dans le jeu en fait c'est qu'elle partait sur les traces d'un trésor perdu qu'avait cherché son père, et son père était mort pour retrouver ce trésor, et en fait au fur et à mesure on se rendait compte que c'était un petit peu fantastique, qu'il y avait l'esprit de la reine Yumiko, je sais plus Yumiko, je sais plus comment elle s'appelle, Yumiko, je sais plus. Ça partait dans le fantastique et c'était très intéressant, c'était une bonne surprise. Sauf que là le film, postulat de départ, c'est que en fait le père de Lara, qui est interprété par Dominic West, c'est un acteur que j'adore, un acteur de The Wire, The Affair, voilà c'est une super série, il te dit non mais moi je crois dans les esprits et tout ça, je pense vraiment qu'il y a un truc bizarre avec cette île et cette reine Yumiko, mais je suis prêt à mourir pour le prouver. Et en fait à la fin on te montre que tout ce qui était imaginé autour de la reine Yumiko, ses pouvoirs et tout ça, qui tuait tout le monde, c'est une interprétation de choses et de faits extrêmement réels. Donc moi ça me gêne pas sur le fond qu'on passe du en fait c'est pas fantastique, c'est réel. C'est juste que le père de Lara mais il passe pour un putain de gros demeuré. Le Dominic West là, il est là, en fait je suis mort pour rien, je suis gogol, voilà. Tout ce que je pensais dans ma tête c'était complètement con, je suis un débile, voilà. C'est de la merde de faire ça, parce que pendant tout le film on te vend le père de Lara comme une icône, un mec qui a cru en ses rêves et tout ça, et en fait à la fin, mongol, voilà, tu étais un d'abruti, tout ce que tu as pensé est nul, et tu as vendu de la merde à ta fille, voilà, bah super, bravo. Super fin, belle, voilà, belle morale, belle, ouais, pas mal. Est-ce que tu attends d'un film Lara Croft aussi, c'est quand t'as des énigmes et des mystères, qu'elle te les résolve devant toi? Mais non, on t'explique rien. La meuf, elle te fait, attends, je vais ouvrir cette boîte, elle te fait un putain de vieux origami, tu comprends pas, hop, elle est dans un coin, tadam, c'est ouvert. On t'explique rien. Donc à aucun moment t'es impliqué. À un moment, elle est devant une espèce d'énorme porte avec plein de verrous et tout, et elle dit, ah c'est bon, je suis trop intelligente, j'ai compris. Roule, clic, clac, 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 boum, boum, boum. Allez, un petit peu magique et c'est bon, clac, la porte s'ouvre. Voilà, bravo, Lara, super. On est censé applaudir, nous? On est censé applaudir? C'est nul, on n'a pas compris. T'as fait glic glic glou glou pendant 2-3 secondes, on a rien capté. Ça c'est un bon film, putain, mais film de merde, voilà. Genre j'en ai ras le cul qu'ils adaptent des licences et qu'ils les gâchent, mais c'est vraiment genre marketing. À un moment, Lara elle tue un mec, elle a 16 ans, c'est le premier homme qu'elle tue, elle est obligée de se défendre et tout ça. Tu te dis, il va y avoir un petit peu un choc moral, elle va être un peu brisée, ça va être un peu. Non, allez hop, c'est parti. Après elle t'enchaîne les mecs à l'arc, tac, c'est le glace quoi, voilà. Tu mets des Iroquois un petit peu partout, pium, la meuf elle les défonce, elle les fusille. Ah non mais c'est Rambo, lui un fusil mitrailleur quoi. Oh, d'une nullité. Et à la fin, non mais osez me dire que les 3 étapes finales ne sont pas plagiées sur Indiana Jones. Version nulle hein, parce que c'est pareil, on t'explique quasiment que dalle. La résolution des énigmes c'est une connerie. Mais t'as le puits sans fond, les trucs qui découpent les gens. J'ose imaginer que c'est la même société de production qui a fait Indiana Jones et Tomb Raider, sinon ils se sont déjà pris un procès au cul, hein, c'est sûr. Jouer aux jeux vidéo, jouer à Uncharted, jouer à Lara Croft, c'est très bien. Enfin à Tomb Raider, ça c'est des bons jeux vidéo, regardez pas cette merde quoi, voilà. Poubelle, allez, lam, salut Lara. Numéro 2. Alors le deuxième pire film que j'ai vu cette année en 2018, c'est Star Wars 8. Yeah? C'est ok, Georges. Ouais, c'est Star Wars 8, ouais. Ah ouais, non mais c'est pas un bug, hein, on est bien en 2018. Et je me suis dit, bah écoute, il y a quand même pas eu de si mauvais films que ça cette année. De toute façon, tout le monde s'est barré de la vidéo à Ready Player One, donc autant que je recrache ma haine un petit peu cette année. J'ai déjà tout dit l'année dernière, j'ai déjà beaucoup dit. Ce qui me rend encore plus ouf avec ce film, ce qui me dit que je le méprise, c'est de voir le comportement du réalisateur en fait. Parce que déjà que le mec a un peu chié sur le film de J.J. Abrams sans rien proposer de plus, son film est une merde. En plus, ce qui m'a vraiment rendu ouf, c'est les interviews où il se la raconte. Et vraiment, il lui crache à la gueule quoi. Il lui crache à la gueule. J.J. Abrams, il avait signé le Faucon Millenium quand il avait repris la saga. Est-ce que vous avez vu la photo où ce petit bâtard de Rian Johnson, il a rayé le nom de J.J. Abrams, il a mis son putain de nom. Mais tu peux dire c'est marrant, c'est rigolo. Mais non, c'est de la provoque. C'est vraiment genre, hey, je chie sur ton film, voilà, ton film c'est de la merde. Moi j'ai tout niqué dans ce que t'avais prévu. Ah, je suis trop malin, je suis trop intelligent. Ah. Mais ton film c'est de la merde. T'as rien proposé en retour, c'est nul, c'est de la merde. Voilà, donc j'ai remis Star Wars 8. Ah ouais. Attends, mais c'est totalement puéril. C'est ok. Je trouve ça super qu'on change de réalisateur.
réalisateurs. Je trouve ça super qu'on se réinvente et que le style change. Et pourquoi ça marche dans la Mission Impossible? C'est chaque fois un réalisateur différent, sauf pour le dernier. Et pourquoi ça marche pas en Star Wars? C'est pas une question de deux mises en scène différentes, c'est une question que y en a un c'est un film de merde, l'autre c'est un film très très moyen, l'autre c'est un film de merde. J'espère que J.J. Abrams va pouvoir nous proposer en Star Wars numéro 9 un film qui ne sera ni un espèce de plagiat éhonté et un espèce de vieux clin d'œil pour les fans, ni un film de merde qui bousille toute la saga en essayant de réinventer des choses mais en proposant rien derrière. Ah là là là. Et bah ça c'est chaud les amis, on est mal barré. En même temps, j'ai foi en J.J. Abrams parce que son Mission Impossible, c'est de la bombe. Ça a réinventé vachement bien la saga, on prend l'univers et on réinvente, donc j'ai foi dans ce Star Wars 9. Je me suis chauffé, j'ai arrêté de dire que j'allais plus voir les Star Wars, je crois en Star Wars 9 et je pense que ce sera enfin un Star Wars que nous méritons les amis. Voilà, prions mes frères. Numéro 1, ça y est on arrive au pire film que j'ai vu en 2018. Je sais pas si vous suivez mes flops depuis 3 ans que je les fais maintenant, mais j'ai l'impression qu'à chaque année, quelqu'un en particulier dans le monde se dit tiens je vais pisser à la gueule de Lucas Buberger, cette petite vermine, je vais briser tout ce qu'il aime et je vais réduire ses rêves à néant. L'année dernière c'était un petit peu le même délire, je vous laisse aller voir la vidéo. Et cette année, le pire film qui me chie à la gueule, c'est Predator. C'est ok. Quand j'étais dans la séance, j'ai pas réalisé à quel point ce film était aberrant. Parce que ça proposait un truc un peu différent. Je me suis dit, ah tiens, c'est pas le même humour que d'habitude. Ah super. En fait, je pense que ce film en lui-même est juste mauvais. Mais je laisse plus rien passer en fait. Ça m'énerve que ces magnifiques sagas soient gâchées. Le premier Predator, je pense que vous avez tous une image un petit peu faussée de ce que c'est si vous l'avez pas vu. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est un film génial dans lequel des mecs qui sont lancés dans une mission au Vietnam se retrouvent coincés avec une espèce d'extraterrestre dans la jungle qui se met à tous les massacrer. C'est un film extrêmement prenant, où tu te chies dessus avec des personnages passionnants, tu les retiens absolument tous, tu as peur pour eux, c'est sous tension, et la fin, la bataille de fin, c'est genre 20 minutes sans aucun dialogue, où vraiment t'es accroché avec Schwarzenegger et tu te dis mais est-ce qu'il va s'en sortir ou pas quoi. Je vous laisse aller voir ce truc, c'est vraiment moi un de mes films de science-fiction préférés. J'y suis allé en me disant regarde-le c'est un classique mais ça va pas te plaire, c'était un film génial. Et qu'on en arrive à faire des bousins de la sorte, les gens se disent ouais c'est une blague, c'est un réalisateur, t'inquiète, il a fait Iron Man 3, il a quand même des idées, mais putain mais c'est de la merde. Get out of the street, you fucking bum! C'est monté avec le cul, c'est une suite hallucinante de bides, des blagues. Même Arthur, il oserait pas mettre ça dans son one-man show, quoi. Attends, mais c'est totalement puéril. C'est un niveau de crétinerie. Les héros, c'est un groupe de militaires prisonniers parce qu'ils ont été radiés. Ils sont tous un peu tarés. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais c'est totalement illogique ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens. À partir du moment où ils sont libres, ils devraient se barrer et courir. Mais non, comme ça, ils se disent oh, il y a un gros prédateur, on va les niquer. Le prédateur, il fait 3 mètres de plus que les prédateurs normaux, ils les défoncent tous. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent avec nos petits pistolets? Piou, 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 on va les défoncer. Attends, mais c'est totalement pu. Ça donne des scènes totalement hallucinantes. Où il y a un mec qui court sur le vaisseau, il y a le bouclier du vaisseau qui est activé, ça il coupe les jambes, il s'envole, et t'as l'autre qui fait attends, il prend une grenade, il jette dans le moteur, il explose. Mais t'es là, mais what the fuck? Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel? C'est hallucinant, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que en même temps que tu vois ce qui se passe, tu réalises tous les moyens qui ont été imbriqués les uns avec les autres pour mettre en scène ce truc, cette grosse aberration. Ouais, on est un prédateur cool, regardez, on a inventé des chiens prédateurs, mais on s'en bat les couilles. T'as des scènes tellement pitoyables où ils arrivent à apprivoiser un chien prédateur, mais vous n'avez rien compris. C'est pas ça qu'on veut voir. Faites-vous un film de fin d'année avec vos potes, tapez-vous un délire et filmez ça dans votre cuisine en mode avec des déguisements prédateurs, voilà, on est des monstres. Foutez un masque de prédateur sur votre chat, mais ne nous infligez pas ça quoi. Hallucinant. Il y avait du potentiel pour des scènes qui faisaient un petit peu flipper. À un moment t'as une héroïne qui a poil dans un complexe coincé avec un prédateur qui rôde autour. Et bah t'as vraiment du potentiel pour que ça te fasse flipper. Mais non, le prédateur au moins il la voit et il se barre. Voilà les fans de la séquence, barrez-vous, y'a rien à voir, rideau. Si au moins ils avaient assumé le côté un petit peu too much. Il y a un acteur que j'aime bien, c'est le Black qui fait que des vannes totalement hallucinantes, qui arrête pas de mâcher son chewing-gum et tout, il a ouais c'est un putain enculé de bâtard de prédateur, on va le niquer. Lui, je trouve bien too much, et du coup, j'ai accroché à ce personnage en me suis dit non mais allez-y à fond dans le délire quoi. Ne faites pas une espèce d'aberration comme ça, Predator. Toutes les sagas de science-fiction se font baiser là depuis quelques années, et c'est vraiment c'est sans fin quoi. Quand est-ce qu'on va arrêter le massacre? C'était de la merde. Bon les amis, bah,
j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi sur ma chaîne Écran Noir, je parle de chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée, donc allez voir tout ça si ça vous inspire. On parlera en termes élogieux et sympathiques de toutes ces belles merveilles. Et du coup à dans un an, bye bye.